Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, sur le problème que pose M. Donald Trump. Je dis le problème, on pourrait dire les problèmes. Comment faire face à Donald Trump quand on est martiniquais ou quand on vit en Martinique? Parce que M. Trump ne pose pas les mêmes problèmes à ceux qui sont à Moscou qu'à ceux qui sont aux Trois-Îlets, quoi. Hein, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on va voir l'état des lieux d'abord, et puis ensuite comment faire exactement, enfin, de mon point de vue, et cela encore une fois pour nourrir votre réflexion. Aujourd'hui, les pêcheurs martiniquais, les pêcheurs guadeloupéens, quand ils vont à Miquelon, comme on dit encore, sont inquiets. Les dispositifs de concentration de poissons sont parfois assez loin, et nous avons un certain nombre de pêcheurs qui ne vont pas sur des DCP qu'ils estiment trop loin parce qu'ils considèrent que les images qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire de bateaux sur lesquels des avions américains tirent, ou bien des drones tirent, eh bien, ces choses-là pourraient se produire aussi bien pour eux pêcheurs que pour les plaisanciers qui sortent la nuit, puisque les États-Unis s'estiment autorisés, sous prétexte de s'en prendre aux trafiquants de drogue, à tirer sur des bateaux sans aucune sommation, en tout cas d'après les informations dont nous disposons. Je ne suis pas sûr qu'on dispose de toutes les informations là-dessus, comme dans d'autres domaines. Mais en tout cas, nous sommes tous en danger de mort du fait de la politique menée par M. Trump dans la Caraïbe. Il est allé kidnapper un président de la République, qui n'était certainement pas le meilleur, et il essaye naturellement de faire en sorte que Cuba suive le sort du Venezuela, c'est-à-dire se soumette. Et Cuba est en train de souffrir. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que M. Trump ne s'est pas mis là tout seul. M. Trump a été d'abord candidat battu à des élections présidentielles. Ensuite, il a été candidat vainqueur. Après, il a été de nouveau candidat battu. Et puis après, il est revenu comme candidat vainqueur. Hein, il avait d'abord battu Mme Hillary Clinton. Ensuite, il y a eu un nouveau président, M. Biden, et puis ensuite, après M. Biden, il a battu une candidate du Parti démocrate. Mais il a recueilli au total entre 75 et 80 millions de voix d'électeurs américains. Les électeurs américains ne sont pas nécessairement plus idiots que les autres. Il n'y a même aucune raison pour que les électeurs d'un pays soient plus idiots que les électeurs d'un autre pays. S'ils ont voté pour quelqu'un comme M. Trump, dont ils connaissaient par cœur beaucoup de travers, c'est parce que ceux qui occupaient le pouvoir avant lui ne les satisfaisaient pas. Il faut réfléchir là-dessus. Là encore, c'est le bulletin de vote qui fait la loi. Si les précédents présidents avaient réglé un certain nombre de problèmes qu'avaient les électeurs américains n'auraient pas voté à 2 reprises pour mettre M. Trump là où ils l'ont mis. Et beaucoup de problèmes ne seraient pas apparus. Donc c'est un problème qu'il faut avoir en tête. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours l'état des lieux. Avant le comment faire, l'état des lieux, c'est que toutes les semaines, nous avons une annonce de violence de la part de Donald Trump. C'est-à-dire que tantôt, il s'en prend aux Iraniens, tantôt il s'en reprend aux Iraniens. Avant ça, il s'en était pris au Venezuela en kidnappant le président, mais en passant, il y a eu plus d'une centaine de morts au Venezuela. Bref, à tout moment, on peut avoir de la part de ce président des actions violentes qui aggravent l'angoisse dans laquelle le monde vit déjà aujourd'hui
pour la plupart de ses habitants. Les trafics en tout genre ne semblent pas avoir ralenti depuis que M. Trump est là. Je le dis sans en avoir la certitude, mais en tout cas, le sentiment d'insécurité, qui n'est pas un simple sentiment, eh bien, n'a pas diminué parce qu'il continue à y avoir de la violence dans toute la Caraïbe, la Jamaïque, notamment Trinidad, sont des îles où la violence sévit énormément. Et puis en Martinique même, eh bien, nous avons des garçons de 14 ou 15 ans qui tuent d'autres garçons de 14 ou 15 ans. Une question doit être posée quand on regarde la situation de l'Iran et la relation entre l'Iran et Israël et les États-Unis. En ce moment, il y a une guerre qui est menée par, d'un côté, les États-Unis et Israël, d'un autre côté, l'Iran et le Liban. Bon. Et des bombes tombent sur des pays qui ne sont aucun de ces quatre-là. C'est dire que l'inquiétude grandit et que la livraison de pétrole et de gaz dans les pays d'Europe et, demain matin, en Martinique, à la Sahara, peut être totalement compromise, sans compter l'augmentation du prix du carburant. Disons que ne vous étonnez pas si, dans les jours qui viennent, on vous demande de payer le sans-plomb ou bien le diesel à plus de 2 euros, et ça peut aller beaucoup plus qu'au-delà de 2 euros. Hein. Ça peut aller à 2,20 euros, 2,30 euros, etc. Tout ça est la conséquence de ce que fait M. Trump. Et la question doit être posée. Lorsqu'on l'a posée une fois, on n'a pas assez posé. Il faut la reposer plusieurs fois. Quelle est la liberté de M. Trump par rapport à Israël? C'est une question qu'il faut se poser. Jacques Chirac, ancien président de la République française, aujourd'hui décédé, dans une vidéo qui circule depuis quelques jours, disait « Avant d'aller en Israël, j'avais l'impression qu'Israël était une colonie des États-Unis. Eh bien, je viens de passer quelques jours aux États-Unis et je me demande si les États-Unis ne sont pas une colonie d'Israël. » Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'affaire Epstein. Il n'y avait pas encore l'affaire Epstein, bien évidemment. En tout cas, pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes très informées, Chirac devait l'être, avaient des informations que nous n'avons pas. Mais en tout cas, on ne parlait pas de l'affaire Epstein comme on en parle aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les services secrets israéliens n'étaient pas au courant des pratiques de M. Epstein? Est-ce que ces services secrets n'ont pas installé dans les différents domiciles de M. Epstein des appareils, des micros, des caméras concernant M. Trump? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas sur M. Trump une influence particulièrement forte exercée par le gouvernement israélien pour que les Américains ne réagissent pas, c'est-à-dire pour que les Américains laissent faire Israël tout ce qu'Israël prétend faire? Vous savez que la politique étrangère d'Israël est une politique de prévention qui consiste à occuper le maximum de territoires qui n'appartenaient pas à Israël d'après la résolution de l'ONU de 1948 pour être en fait une grande puissance. Et Israël a déjà, tous les spécialistes le reconnaissent, a déjà la bombe atomique, refuse de signer les accords de non-prolifération et refuse également que son territoire soit contrôlé par les autorités internationales pour savoir dans quelles conditions Israël garde ou ne garde pas ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène. Ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Vous imaginez bien que nous n'avons pas, ni vous ni moi, toutes les réponses à ces questions-là. Donc, il y a une question vraiment qui conditionne un petit peu les choses d'aujourd'hui. Quelle est la relation réelle entre Israël au Moyen-Orient et les États-Unis? Ce qu'on constate en tout cas, c'est que ce que fait
aujourd'hui le gouvernement américain correspond tout à fait à ce que souhaite le gouvernement israélien depuis au moins 25 ans. Parce que l'Iran, qui n'est pas un pays de béni oui-oui, qui n'est pas un pays de nounours, l'Iran est la cible depuis plus de 25 ans, 30 ans d'Israël. L'Iran était dirigé jusqu'à ces dernières semaines par un dictateur sanguinaire qui ne laissait pas la liberté d'expression à ses concitoyens, à ses compatriotes. Et l'Iran ne se gênait pas pour dire matin, midi et soir qu'il fallait détruire Israël. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin dans leur jeunesse se rappellent peut-être ce mot, cette phrase que disait souvent un orateur romain dans l'Antiquité, à savoir « delenda est Carthago », c'est-à-dire que la ville de Carthage, qui était en Tunisie à l'époque, la ville de Carthage devait être détruite. Eh bien, les Iraniens, depuis plus de 25 ans, n'ont cessé de dire « Israël doit être détruite ». Alors, comment s'étonner qu'Israël s'équipe pour ne pas être détruite? Et nous savons tous que très souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est la prévention. Eh bien, Israël semble avoir convaincu le gouvernement américain actuel que, eh bien, il fallait attaquer l'Iran, et des centaines de personnes meurent tous les jours sous les coups des Israéliens et des Américains. De même au Liban, il semble y avoir de la part d'Israël une volonté de s'emparer du sud du Liban pour mettre un terme aux menées violentes, aux menées militaires du Hezbollah, qui est une milice chiite qui est très proche de l'Iran. Alors tout cela nous amène à nous demander, nous, comment faire pour s'adapter à la situation actuelle et à la situation que crée M. Trump dans notre région. Et c'est l'occasion de se poser une question fondamentale et qui est liée notamment au fait que ces jours-ci, ça va être le 19 mars 1946, l'anniversaire du 19 mars 1946, ce sera le 80e anniversaire de la loi d'assimilation. Bon. Donc la loi d'assimilation nous a placés dans l'orbite française et de ce fait dans l'orbite européenne. Est-ce que notre sécurité au quotidien, compte tenu de la violence ambiante, est-ce que notre sécurité serait bien assurée si, au lieu d'être sous l'empire de la loi de mars 1946, nous étions sous l'empire d'un système d'autonomie ou d'indépendance? C'est une question qu'il faut nous poser. Au-delà de toutes les paroles inutiles sur nos problèmes de statut, est-ce que nous serions mieux protégés si nous étions autonomes ou si nous étions indépendants que nous ne le sommes aujourd'hui dans notre statut de territoire français, de collectivité territoriale française? Pour ma part, je vous donne mon opinion. Je pense que notre protection actuelle est loin d'être parfaite. Ça fait des années que nous réclamons à l'État des radars, en particulier des vedettes qui feraient le tour de la Martinique en permanence, jour et nuit, et des radars qui permettraient de repérer un certain nombre d'aéronefs ou de bateaux venant sur notre territoire, pour faire du trafic de drogue ou des trafics encore plus graves que cela aussi, le trafic d'êtres humains. Donc, et ça, l'État n'a pas fait son travail. Pourquoi? Parce que l'État gaspille un tas d'argent dans des choses qu'il ne sait pas faire et n'arrive pas à assurer ses responsabilités régaliennes qui tournent toutes autour de la sécurité, parce que la sécurité est la condition de la liberté, et que la liberté, c'est le premier mot dans la devise de la République. Donc, nous sommes dans une situation qui est loin d'être parfaite. Mais est-ce que cette situation serait
meilleur si nous étions autonomes ou indépendants? Et il est évident que non, que malgré toutes les difficultés que nous avons à obtenir de la France qu'elle nous traite de manière véritablement égale, eh bien, il vaut mieux que nous soyons sous le parapluie de protection sécuritaire de la France que sous le parapluie d'un gouvernement de type haïtien ou autre. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête et se dire que nous n'avons pas intérêt à lâcher la proie pour l'ombre. Mais toujours dans le comment faire, parce que ça relève du comment faire. Est-ce que nous voulons pour notre sécurité quitter la protection française, ou bien pour notre sécurité, est-ce que nous voulons rester sous la protection française? Nous avons répondu à cette question. Et puis il y a le problème du rôle que jouent les dirigeants occidentaux sur la scène internationale face à un Trump ou à un Netanyahou. Est-ce que les dirigeants internationaux jouent tous le rôle qu'ils devraient jouer pour bien protéger leur population? Revenons à l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation qui permet en fait de faire bénéficier les pays d'Europe du parapluie américain, du parapluie défensif américain. Cela également conduit et facilite la domination des États-Unis sur les pays occidentaux, il faut le dire. Vous le savez sans doute, quand un Américain vous vend une arme, si vous n'avez pas le feu vert de l'Américain pour utiliser l'arme, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc c'est une manière d'assurer aussi la domination américaine. Et l'arme en question, l'arme est fabriquée par des ouvriers américains, des ingénieurs américains, et par des entreprises qui gagnent des milliards et des milliards sur le matériel militaire vendu aux pays occidentaux. Mais ce que nous constatons, c'est que les pays occidentaux sont très peu bavards face à la politique menée par M. Donald Trump. Revenons en arrière, une réunion de l'OTAN au mois de juin dernier avait donné au président américain l'occasion de dire qu'il fallait que les pays d'Europe, les pays de l'OTAN, consacrent 5% de leur produit intérieur brut à leur défense. 5% de leur produit intérieur brut à leur défense. Et tous les pays, sauf un, s'étaient alignés. Le pays qui s'est aligné, c'était l'Espagne. Le Premier ministre espagnol, qui est actuellement d'ailleurs, il faut le savoir, président de l'Internationale socialiste, eh bien, le Premier ministre espagnol avait dit non. Nous, l'Espagne, on n'a pas les moyens de faire cela. Et en aurions-nous les moyens que nous ne le ferions pas? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut faire tonner les canons au lieu de faire jouer la diplomatie. Et ça, c'est un problème fondamental. Donc le Premier ministre espagnol a dit non, nous n'allons pas consacrer 5%. Et puis, lorsque récemment, les avions américains, les Américains ont 750 bases militaires de par le monde, ils en ont 2 dans le sud de l'Espagne. Lorsque les Américains ont demandé l'autorisation de l'Espagne pour faire transiter des avions pour aller bombarder l'Iran, eh bien le gouvernement espagnol a dit non. Il a dit non, il faut que nous réglions les problèmes internationaux par la diplomatie. Et c'est bien ça, là, que le bas blesse. Il y a, chez beaucoup d'Américains, un goût pour la violence. Et les États-Unis ont été créés sur la violence par l'assassinat de plusieurs dizaines de millions d'Indiens pendant des années, pendant des dizaines d'années. Les films de western sur lesquels on nous demandait d'applaudir eh bien, étaient remplis de l'épopée, soi-disant de la conquête de l'Ouest par les Américains. Mais génétiquement, les États-Unis, ça ne vaut pas pour chaque individu, génétiquement, les États-Unis existent par la violence et sur la violence. Alors, un certain nombre d'Américains considèrent, et c'est le cas de l'actuel président, que les problèmes doivent se régler par la force. Mais les exemples sont divers, sont nombreux de problèmes
qui pourraient être résolus par la négociation et qui ne sont pas résolus par la négociation. Le plus important de ces problèmes en ce moment, c'est bien le problème de l'Ukraine, sur lequel nous avons eu l'occasion de le dire, mais il faut le redire, sur lequel les Russes étaient prêts, après la chute du mur de Berlin, à négocier. Les Russes étaient demandeurs de coopération avec les Américains, avec le reste de l'Europe. Et puis, on a laissé la CIA prendre le pas sur les diplomates. Les dirigeants français de cette époque avaient sans doute beaucoup trop de problèmes personnels à résoudre, ou bien ils n'ont pas compris ce qui se passait, hein, il faut le dire, et alors ils n'ont pas prêté attention à ce que disaient les Russes, à savoir travaillons ensemble et réalisons l'Europe de l'Atlantique au Pacifique, ce qui a été dit par M. Poutine dans un discours trop peu connu qu'il a prononcé en allemand devant le Bundestag en septembre 2001. Il disait « Il y a une Europe ». Et il rejoignait ainsi une formule utilisée jadis par le général de Gaulle, mais en allant encore plus loin. Le général disait « Nous devons faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». Et Poutine a dit « Nous devons faire l'Europe de l'Atlantique au Pacifique », c'est-à-dire en prenant toute la Sibérie et toute l'immensité de cet immense pays qu'était l'Union soviétique et qu'est encore aujourd'hui la Russie. Eh bien, c'est là le rôle des diplomates, c'est le rôle des ministres des Affaires étrangères, c'est le rôle des ambassadeurs, c'est le rôle des présidents de la République ou des chefs de gouvernement que de faire en sorte que la négociation l'emporte sur le feu, l'emporte sur la violence, l'emporte sur la guerre. Et de ce côté-là, nous devons bien admettre qu'aujourd'hui, la voix de la France est relativement faible. Bien sûr, la France n'a qu'un porte-avions. La France a une flotte qui est respectable, mais qui n'a rien à voir avec celle de la Chine aux États-Unis. Notons en passant que les Anglais sont encore moins au point. Ils sont en train de découvrir depuis quelques semaines qu'ils sont incapables de faire partir un seul bateau de guerre des eaux anglaises pour le faire arriver en Méditerranée ou bien du côté de l'Iran, ne serait-ce que pour protéger l'approvisionnement anglais en pétrole et en gaz. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup à faire, il y a à faire taire les canons et il y a à faire taire les canons, taire les avions, taire les drones et faire parler la diplomatie. À ce sujet, et c'est un sujet qui n'est pas étranger à la présence de M. Donald Trump à la tête des États-Unis, la France a recueilli au cours des derniers mois et des dernières années un certain nombre de combattants qui étaient allés en Syrie et en Irak. C'étaient des extrémistes, je ne sais pas s'ils étaient de droite ou de gauche, mais c'étaient des extrémistes qui allaient faire la guerre et qui ont été capturés. Ils allaient faire la guerre. Et on les a ramenés en France parce que la France n'a pas voulu qu'ils soient exécutés dans des pays où la peine de mort existait encore, comme l'Irak ou bien la Syrie. Et ces personnes sont dans les prisons françaises, on les met en face de juges. Le juge n'est pas là pour juger des gens qui manipulent des mitraillettes, des kalachnikovs. Le juge n'a pas les moyens de faire la guerre. Le juge a les moyens d'appliquer le droit et la peine de mort n'existe pas en France. En fait, quand des gens qui avaient la kalachnikov s'en prennent à des citoyens français, eh bien, la seule réponse juste n'est pas de les mettre devant des juges, mais de les mettre devant des militaires. Parce qu'à ce moment-là, il y a une égalité de moyens. Mais faire traiter par des juges le cas de gens qui sont allés faire la guerre, qui sont allés tuer d'autres personnes sans avoir aucune espèce de scrupule, eh bien, c'est une erreur démocratique, là aussi. Alors, on retombe sur le problème. Les problèmes sont liés. Lorsqu'on a une politique étrangère, cette politique étrangère doit être en conformité avec les intérêts internes du pays. Si, en interne, vous avez des amis, vous devez traiter en amis avec leurs partenaires étrangers.
Si au contraire, en interne, vous avez des ennemis, vous devez traiter en ennemi avec les partenaires étrangers. Et quand tu as la politique pénale qui peut être menée par un pays ou par un autre, eh bien, il faut être de manière homogène, en phase avec ce qu'on veut faire à l'intérieur et ce qu'on veut faire à l'extérieur. Je m'explique. Une politique pénale et qui veut, à toute force, ne pas mettre les gens en prison et essayer à toute force de les réintégrer, même si ces gens-là vous disent qu'ils sont vos ennemis et qu'ils veulent vous tuer, ce qui est le cas aujourd'hui en France. Ce n'est pas une politique pénale. Si vous faites une politique pénale de bisounours en face de gens qui sont prêts à vous tuer, c'est que vous mettez la vie de vos concitoyens en danger. Les ministres, les premiers ministres, les présidents ne seront pas tués, mais les citoyens de base le seront. En revanche, si vous voulez faire une politique véritablement douce, il faut que vous ayez réglé beaucoup de problèmes internes. Il faut qu'à l'extérieur, naturellement, vous ayez une politique d'équilibre. Et puis, il faut qu'en interne, vous ayez donné du travail à chacun, que vous ayez donné un salaire suffisant à chacun, que vous ayez donné un logement à chacun, etc. Il faut que chacun ait intérêt à rejeter la violence. Il faut que vous ayez donné une parole libre et responsable à chacun. C'est ça, la politique. Ce n'est pas d'un côté, je vois les bisounours avec des gens qui vous en veulent, et puis après, vous étonnez que ces gens qui vous en veulent tuent vos compatriotes. Donc ce problème-là n'est pas encore suffisamment posé. En France, en tout cas, il est peut-être posé par quelques-uns, mais il n'est pas encore résolu. Bien entendu, les magistrats vous diront que pour traiter convenablement les milliers de dossiers dont on les charge, parce que la délinquance se répand, eh bien, il leur faut des moyens. Nous avons en ce moment, en France, 9 à 10 000 magistrats, alors qu'il nous en faudrait peut-être 15 ou 20 000. Et ça fait des dizaines d'années que cela est dit, et ce n'est pas par hasard qu'il n'y a pas 15 ou 20 000 magistrats. Nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas voulu donner aux magistrats les moyens dont ils avaient besoin pour faire leur métier. Donc tout ça se tient, et une politique de sécurité ne peut pas être séparée d'une politique de développement de l'égalité et de la cohésion sociale. Dans un pays apaisé, il y a forcément moins de délinquance. Dans un pays où les inégalités sont criantes, eh bien, la délinquance ne peut pas disparaître du jour au lendemain. La France doit savoir quelle politique pénale elle mène pour la sécurité de ses compatriotes. Et pour le moment, il apparaît clairement, aussi bien face à Trump, face aux djihadistes, que face à la violence intra-française, la politique pénale n'aboutit pas au résultat que le citoyen de base attend. Merci de votre écoute. À un autre soleil.